Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'interview de l'art à la une où nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Bernard Marcadet, critique d'art et organisateur d'expositions indépendants pour le livre qu'il a écrit, le prix Marcel Duchamp 20 ans après, ce qui nous donnera l'occasion de revenir sur ce prix Marcel Duchamp. Et enfin, en troisième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie, avec qui nous ferons un point sur l'année boursière qui va bientôt se terminer, cette année 2022. Nous tenterons de comprendre ensemble quelles ont été les idées reçues ou les anticipations de début d'année qui ont été battues en brèche cette année. Ce sera dans un instant sur Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors, on commence par la vente de la collection d'Anne Emon et Valéry Giscard d'Estaing, une vente qui a eu lieu le 13 décembre dernier à l'hôtel Drouot par la maison de vente Baussan-Lefebvre et associés. C'est 181 lots qui étaient proposés à la vente et qui meublaient la demeure parisienne du couple Giscard d'Estaing qui résidait rue Bénouville, dans le 16e arrondissement de Paris. Il résidait dans cet appartement mais depuis 1952. 98% des lots ont été vendus pour un résultat de plus de 1,3 million d'euros. Et alors expliquez-nous Sybille, quels étaient les lots phares de la collection qui ont été vendus ? Alors tout d'abord, on peut parler du tableau d'Adélaïde Laby-Guiard qui a peint le portrait du duc de Choiseul, un tableau qui a été préempté par le château de Versailles pour plus de 243 000 euros. À travers cette collection, on voit que le couple Giscard d'Estaing avait un goût prononcé pour le raffinement du XVIIIe siècle. On a aussi un buste qui a été réalisé par Rodin et qui représentait Gustave Mahler. Il est parti pour 147 000 euros. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing était connaisseur. Il appréciait beaucoup la faïence et la porcelaine. Donc sont aussi partis une paire de seaux à bouteilles en porcelaine de Sèvres pour 34 000 euros. Je rappelle, c'est sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing qu'ont été créés les musées Picasso, le musée d'Orsay, ont été initiés aussi le réaménagement des arts décoratifs et il a mis en place une politique en faveur des dations. Alors on continue avec les actualités dans le monde de l'art et plus particulièrement des ventes aux enchères, Sybille. Et une étude a été publiée sur la sous-représentation d'artistes femmes et afro-américaines. Effectivement, alors on parle souvent justement de cotes d'artistes afro-américains qu'on le vend en poupe, mais cette étude montre que la place des œuvres d'artistes femmes et artistes femmes afro-américaines dans le marché de l'art ne s'est pas beaucoup améliorée depuis 2008. C'est donc le constat du rapport Burns-Halperin. C'est une étude qui examine l'équité des artistes dans les musées américains, mais aussi sur le marché. Signée Julia Halperin, Charlotte Burns et Artnet News. Petit point pédagogique, l'étude analyse donc les artistes femmes afro-américaines et les artistes afro-américains dans leur globalité. Elle analyse les faits, mais aussi les signes de changement dans les institutions culturelles et au niveau du marché de l'art. Et tout cela avec des chiffres depuis 2008 jusqu'à 2022. Et alors, si on commençait, Sybille, par les artistes femmes dans le marché de l'art. Les œuvres d'artistes femmes représentent 3,3% de toutes les ventes aux enchères qui ont été réalisées de 2008 à 2022, soit 6,2 milliards de dollars. C'est peu et surtout, on remarque qu'il y a un manque de diversité au sein de ces œuvres. Par exemple, sur les 20 femmes les plus vendues, 20 œuvres de femmes les plus vendues, ce sont 17 d'entre elles qui sont des femmes blanches. Dans le top 5, on retrouve Yayoi Kusama, Joan Mitchell, Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe et Agnès Martin. Pourtant, depuis 40 ans, les écoles d'art américaines diplôment 50% de femmes, 50% d'hommes. Et pareil, au sein du territoire américain, les artistes actifs sont 46% à être des femmes.
Point positif, cependant, depuis 2 ans, il y a une progression. Mi-2022, le travail des artistes femmes représentait presque 6% du total des ventes aux enchères internationales. Et puis côté galerie aussi, il y a plus de place pour les œuvres de femmes qui représentent entre 25 et 50% du chiffre d'affaires des galeristes. Et alors, ce que montre également l'étude, Sybille, c'est que c'est encore plus difficile pour les femmes issues de minorités. Exactement, et surtout donc, pour la communauté afro-américaine. Le travail des femmes noires américaines représente 0,1% de toutes les ventes aux enchères de 2008 à 2022. Ce qui est plutôt positif, c'est que ce sont principalement des jeunes artistes en début de carrière qui montent. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant pour ces artistes-là, pour les nouveaux collectionneurs. Donc peut-être que les temps vont changer, même si en 2022, leur travail ne représentait que 0,3% dans les ventes aux enchères de ce premier semestre 2022. Et alors, si on considère à présent, Sybille, tous les artistes afro-américains, comment est-ce qu'ils se placent au sein du marché ? Alors cela représente 2% de toutes les ventes aux enchères de 2008 à 2022. Mais le problème, c'est que cela repose seulement sur 5 superstars afro-américains. Et si on enlève Jean-Michel Basquiat, alors la part des artistes afro-américains sur le marché baisse drastiquement. On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine. Sybille, le Turner Prize a été décerné cette semaine également. Exactement, c'est ce prestigieux prix anglais qui a été décerné pour Veronica Ryan. La cérémonie a eu lieu à Liverpool, au St. George's Hall. Veronica Ryan est née en 1956 à Montserrat, aux Caraïbes, et puis elle a passé ensuite son enfance au Royaume-Uni. Le jury du Turner Prize la récompense pour, je les cite, la façon personnelle et poétique dont elle étend le langage à la sculpture. Ryan crée des objets sculpturaux, des installations et des assemblages avec des matériaux qu'elle a trouvés. Le Turner Prize est l'un des prix les plus reconnus. Il permet de promouvoir le débat public autour de nouveaux développements de l'art britannique contemporain. Et là, ce sont 25 000 pounds qui ont été remis à Veronica Ryan. 10 000 pounds supplémentaires sont remis aux 3 autres artistes présélectionnés. Et les 4, on peut voir leurs œuvres, en tout cas dans une exposition qui a lieu jusqu'à mars 2023 à la Tate de Liverpool. Merci Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Bernard Marcadet, critique d'art et organisateur d'expositions indépendants. Bonjour Bernard Marcadet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous avez rédigé un livre qui va s'afficher à l'écran, le prix Marcel Duchamp, 20 ans après. Expliquez-nous quelle était l'idée de cet ouvrage, Bernard Marcadet. Alors, c'est une commande qui m'a été faite par l'association des collectionneurs, la fameuse ADIAF, oui, qui est la promotrice, on va dire, l'organisation promoteur de cette qui est à l'origine du prix Marcel Duchamp. Voilà. Donc, ça fait effectivement 21 ans. Alors, on a dit 20 ans après, c'était simplement un petit hommage à Alexandre Dumas. Mais c'est 21 ans, il y a 21 artistes qui ont eu le prix Marcel Duchamp depuis l'année 2000. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous entretenez avec ces artistes. Et donc, pour celui notamment qui a reçu le prix en 2000, c'est vraiment presque 23 ans après qu'il ait reçu ce prix, que vous voyez, vous constatez un changement de carrière. Qu'est-ce qu'a changé la remise de ce prix à ces artistes? Oui, je crois qu'au début, c'était un prix un peu... Alors, on vient de parler du Turner Prize. Effectivement, il y avait quelque chose qui manquait en France, un grand prix qui fête la création contemporaine. Et donc, c'est bien sûr un prix le prix Marcel Duchamp. C'est le prix le plus important en France pour fêter la jeune création. Et je pense qu'effectivement, au tout début, c'était un petit peu timide, mais qu'au fur et à mesure, ce prix est devenu très, très important. Et maintenant, effectivement, avoir le prix Marcel Duchamp, c'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas... Alors que quand Thomas Hirschhorn, donc le premier artiste qui a été lauréat de ce prix, il avait déjà une petite carrière, donc ça n'a pas beaucoup changé sa carrière. Mais maintenant, je pense que depuis une dizaine d'années, disons au milieu des années 2000, à partir de 2010, c'est un prix qui compte et qui fait partie effectivement des grands événements. C'est-à-dire avoir le prix Marcel Duchamp, c'est vraiment très important dans sa carrière. Parce que c'est quoi? C'est de la visibilité, c'est vraiment que des collectionneurs
adoube un travail d'artiste contemporain. Qu'est-ce que ça apporte vraiment à la carrière de justement ces derniers prix ? Oui, alors je pense que en général, ça arrive au milieu de carrière. Je pense que maintenant, c'est entre 40 et 45 ans. Je pense que les lauréats en général. Donc ça... On ne peut pas l'avoir si on est trop jeune, c'est ça ? Ou il faut quand même avoir un... Oui, non, il faut quand même déjà avoir une certaine visibilité. Mais une visibilité plutôt nationale dans un premier temps. Et je pense que ce qui est très passionnant dans ce prix Marcel Duchamp, c'est la visibilité désormais internationale que ça produit, que ça provoque d'une certaine manière. Je crois que c'est ça le changement, ce qui fait que avoir ce prix, tout de suite, ça ouvre les portes effectivement au niveau international. Alors peut-être pour ceux qui nous écoutent, que récompense exactement le prix Marcel Duchamp ? Donc vous l'avez dit, on l'a en milieu de carrière, ça veut dire qu'on va regarder les créations d'un artiste depuis le début de sa carrière et ensuite donner une sorte de saut, en tout cas, ou de reconnaissance vis-à-vis de l'art contemporain ou de la contribution à l'art contemporain de l'artiste en question ? Oui, alors il y a ça, il y a aussi une exposition quand même qui est maintenant au Centre Georges Pompidou. C'est-à-dire que les trois impétrants, les trois lauréats, enfin les trois qui se présentent, 3 ou 4, ça dépend des années, qui se présentent, ont une exposition quand même déjà, donc une visibilité au Centre Georges Pompidou. D'accord, Paris. Oui. Donc ça, c'est déjà un point important. Autrefois, c'était plutôt à la FIAC, ça durait que quelques jours, tandis que maintenant, c'est véritablement, et donc les trois artistes ont une visibilité très forte. Et ensuite, effectivement, je crois que cette exposition, elle fête non seulement elle fête un artiste, mais le prix lui-même, bien sûr, fête la carrière déjà et le futur, et une sorte de pari sur le futur de ces artistes, bien sûr. Parce qu'est-ce que ce prix se veut un petit peu avant-garde, dans le sens où ils vont essayer de déceler peut-être une tendance, un mouvement d'art contemporain que d'autres, vu que ce sont des collectionneurs qui vont vraiment trouver les artistes, que d'autres personnes qui ne sont pas le nez dans l'art contemporain tous les jours n'auraient pas vu. Oui, alors ça c'est très intéressant, cette question de savoir si ce prix fait effectivement a du sens par rapport à une certaine idée de l'art de notre temps. Je crois qu'effectivement, et ça c'est très étrange, ce prix effectivement suit un petit peu les tendances. Mais il s'avère que les tendances aujourd'hui sont multiples. On peut aussi bien fêter des peintres que des gens qui utilisent la vidéo ou le cinéma. Et donc il y a énormément la palette de l'art contemporain aujourd'hui est extrêmement ouverte. On ne peut pas déterminer une tendance. Et je crois que ce prix, justement, joue avec cette diversité-là, cette diversité des médiums, mais aussi diversité, d'ailleurs, des origines des artistes. Parce que ce sont tous des artistes qui habitent en France, mais en réalité, ils peuvent être d'origine tout à fait variée. Et ça, c'est assez... De plus en plus... On s'aperçoit que la France est une terre d'accueil. Et ça, je crois que ce prix fête aussi cette réalité-là. Parce que de Thomas Hichton à aujourd'hui, est-ce que vous voyez une évolution majeure de l'art contemporain français ? Je pense que l'art contemporain français est en tête de proue actuellement, dans la mesure où effectivement sur le plan marchand même, on voit bien que la place de Londres, pour des raisons que nous connaissons, politique, voilà, elle est défaillante, et désormais on voit énormément d'investisseurs et de grandes galeries américaines, par exemple, s'installer à Paris. Et ça, c'est très important pour les artistes, parce que ça veut dire qu'il y a que désormais Paris est redevenu d'une certaine manière une place forte pour l'art d'aujourd'hui. Et en termes de style, on va retrouver quoi Alors, en termes de style, je pense que c'est tout à fait ouvert. Je crois que ça, c'est vraiment l'époque depuis, je dirais, une trentaine d'années. On sait qu'il n'y a pas une tendance dominante. Alors, il y a régulièrement un retour de la peinture. Ensuite, on dit non, la peinture, il y en a marre, il y en a trop. Après, on va plutôt vers la vidéo, vers le cinéma, vers l'installation, vers les sculptures, Mais en réalité, ça va et ça vient, mais il y a toujours à peu près... Ça revient à peu près au même toujours, d'ailleurs. Mais alors justement, les techniques évoluent. Est-ce que pour autant, vous, en tant que critique d'art, vous êtes capable de donner une définition de l'art de notre temps, ou c'est trop complexe aujourd'hui, tellement les réalités sont différentes ?
Moi, je pense que c'est difficile de donner une définition de l'art. En plus, Marcel Duchamp lui-même, qui a vraiment fait bouger les lignes en matière de définition de l'art. C'est pour ça que le fait que c'est pour ça que je vous pose la question. Marcel Duchamp, bien sûr. donc, effectivement, je pense que les artistes, être un artiste aujourd'hui, c'est tenter, en tout cas, être un très grand artiste, en tout cas, c'est tenter effectivement de redéfinir à chaque fois, effectivement, ce qu'il en est de l'art. Ça, c'est sans doute l'ambition extrême. Mais je ne dirais pas que tous les artistes qui ont eu le prix Marcel Duchamp ont redéfini l'art. Je pense qu'au fond d'eux, ils espèrent effectivement cela. Mais ce n'est pas sûr que l'histoire leur donne raison. Bien sûr. Absolument. Le prix Marcel Duchamp est aujourd'hui extrêmement reconnu. Quel regard vous avez sur la multiplication de ces prix? On a l'impression aujourd'hui que chaque fondation a son prix et qu'il y a des jurys qui se multiplient et se multiplient. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un regard intéressant de chaque personne ou ça devient... Moi, je pense que ça veut dire que c'est très vivant, qu'il y a une vitalité du monde de l'art. Et je pense que donc... Je pense que c'est nécessaire qu'on salue les artistes, en plus, c'est un prix qui est quand même, où il y a de l'argent. C'est un peu comme le Turner Prize, c'est quand même un prix où il y a de l'argent. Et je trouve que c'est important. Et je pense que c'est la vitalité la vitalité de l'art contemporain est reliée à tout ça, bien sûr. Merci beaucoup Bernard Marcadet d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes critique d'art et organisateur d'expositions indépendants. Vous avez également écrit le livre Le prix Marcel Duchamp, 20 ans après. Merci beaucoup. Merci également Sybille Aoudjan d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va s'intéresser aux investissements boursiers. Nous allons tenter un petit peu avant la fin de l'année de tirer quelques leçons sur l'année boursière qui s'est écoulée. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas, et c'est un plaisir partagé. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Je rappelle également que vous avez écrit le livre Parlons peu, parlons bourse, dont nous avons déjà parlé sur ce plateau. Alors Régis Yankovici, l'année n'est pas tout à fait finie. Pour autant, on peut tenter de dresser des premiers bilans ou en tout cas de se poser la question de la façon dont il faut aborder cette année 2022 avant de commencer à faire des perspectives sur 2023. Quelles sont, selon vous, les leçons à retenir de cette année boursière? Alors d'abord, je trouve que c'était vraiment une année passionnante. On ne s'est pas ennuyé. Il y a eu une chute qui a fait peur à tout le monde et puis une reprise qui finalement va permettre peut-être d'afficher des performances qui ne sont pas si mauvaises que ça. Moi, je voudrais revenir encore un peu plus loin, se souvenir quelles étaient les prévisions il y a 12 mois. J'ai pris les moyennes sur le S&P 500. Et globalement, les grandes banques internationales attendaient une modération de la hausse du S&P 500 à plus 5%. Bon, c'est vrai, après 27% en 2021, c'était normal un petit peu que ça se calme. Bien sûr. Et finalement, à ce jour, on est à moins 16, moins 17%. Il faut dire que je pense que ce qui les a mises un peu en erreur, c'est qu'elles ont cru ce que disait la Fed. Parce qu'à l'époque, la Fed nous racontait que l'inflation était transitoire. Bien sûr. Oui. Et un transitoire qui a duré, finalement, a impacté magistralement les taux d'intérêt, les taux courts, la politique de la Fed. Ça a été l'objet de débat d'ailleurs pendant toute une partie de 2021 et de début 2022, complètement. Oui. Absolument, jusqu'à aujourd'hui, puisque les anticipations de taux courts, qui étaient à 0 il y a 12 mois, devaient monter à 1% aujourd'hui, et on est à 4,5, donc effectivement ça fait un grand écart et ça change tout pour la valorisation des actions. Et donc aujourd'hui on arrive finalement avec prenons le CAC 40 maintenant, un CAC 40 qui a été jusqu'à moins 21%. Bien sûr. Je rappelle, un CAC 40 tout nu, sans dividende. Bien sûr. Et aujourd'hui à moins 7%. Alors qu'il était remonté il y a quelques jours encore jusqu'à moins 5, moins 4. Enfin, on pouvait s'attendre à ce qu'il aille récupérer les niveaux de début d'année en fin d'année. Enfin, s'attendre, surtout pas, mais en tout cas espérer qu'il aille récupérer ces niveaux-là. Aujourd'hui, on est à moins 7%, oui, c'est ça. Ouais. Donc, peut-être des leçons que je voudrais tirer de cette année, c'est que gérer avec ses émotions n'est pas forcément un très bon conseil, parce qu'on aurait pu être tenté
de vendre. Certains clients m'ont appelé pour me demander est-ce qu'il ne faudrait pas vendre, par exemple, au mois de septembre. Je leur Bien ai sûr. fortement déconseillé, ils m'ont suivi. Donc, ce qui me paraît très important, c'est d'avoir des règles de gestion. D'accord. Ouais. De les tester, de les éprouver. Et par exemple, il y a une règle vraiment très simple, parce que c'est rare d'expliquer la bourse avec un seul chiffre. Mais il y a un chiffre qui nous permet de dire, là, il faut vendre. C'est la quantification de la courbe des taux. Et celui qui vend son portefeuille le jour où la quantification, donc je rappelle, l'écart entre les taux à 10 ans et l'écart à 2 ans, alors certains prennent d'autres maturités, mais l'idée est la même. Oui, oui. Eh bien, il aurait vendu, j'ai noté, il aurait vendu en janvier 2000, merveilleuse époque pour vendre au plus haut. En février 2006, peut-être un an, trop tôt, mais derrière c'était moins 50%. Bien sûr. Et en mars 2022, à l'époque où le S&P 500 était à 4500 points, il a été jusqu'à 3500 points, donc il a perdu plus de 20%. Donc déjà, alors, c'est basique, hein. Ça nous dit juste qu'en vente, ça ne nous dit pas qu'en racheter. Bien sûr. Et c'est le sujet d'aujourd'hui, de cette année. Et ça, du coup, ça veut dire que... Parce que ce sujet de la quantification de la courbe des taux, on a entendu beaucoup d'experts dire oui, effectivement, ça peut prévoir notamment des récessions ou autres, mais aujourd'hui, c'est différent. Là, de ce que j'entends, c'est non, attention, il faut quand même rester sur des basiques, c'est ça? Et j'adore cette phrase. Aujourd'hui, c'est différent, mais on l'entend à chaque fois. Aujourd'hui, c'est différent, ça sera l'année du stock picking. Aujourd'hui, c'est différent, ça sera l'année de l'Europe. Aujourd'hui, c'est différent, la courbe des taux ne fonctionne plus. Mais pour l'instant, ça fonctionne et ça a encore fonctionné. Donc, ne pas se laisser porter par ses émotions et se fixer des règles de gestion. Exactement. Première leçon de cette année 2022. Est-ce qu'il y a d'autres leçons à retenir de cette année? Cette année où finalement... les attentes qu'on avait en janvier se sont toutes révélées, ont toutes été battues en brèche, où finalement on ne s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer cette année. Il y a eu des événements macroéconomiques, des événements microéconomiques, on a Bien vu sûr, des événements géopolitiques. des événements évidemment. géopolitiques. Quelles sont les autres leçons qu'on peut tirer? Alors, vous savez, bon, c'est ma nature, c'est un peu dans notre ADN chez Luxavi. On se méfie de ce qui est à la mode. Parce qu'on sait bien que ce qui est à la mode, c'est ce qui se démode. Et ça coûtait cher aux ayatollahs du Bitcoin, à tous les valeurs chouchous, les Tesla, moins 57, les Netflix, moins 50 aussi quasiment. Prenons l'indice FANG+, qui regroupe un peu toutes ces valeurs, qui est à moins 35. Les placements thématiques, j'ai adoré le nombre de fonds. Tous les jours, on avait un nouveau fonds thématique. Alors, j'en ai noté quelques-uns, les paiements mobiles, l'eau, l'hydrogène. Tout ça qu'on peut regrouper dans les méga trends. Bien sûr, oui. Alors, c'est très excitant intellectuellement, parce qu'on se dit, on ne peut pas se tromper. Oui, effectivement, la voiture à hydrogène est peut-être l'avenir, sans doute l'avenir. Mais, souvenez-vous, dans les années 2000, Internet était l'avenir. On nous disait tous que chacun aurait un téléphone portable, voire plusieurs abonnements. Ça s'est réalisé, mais entre-temps, Alcatel a disparu. Donc, Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est pas parce qu'il y a une tendance de fond que l'entreprise qui vous la vend est forcément... exactement. Oui, bien exactement. sûr. Et encore, là, on prend une entreprise, mais ça peut être tout un secteur, puisque les technologies, vous vous souvenez, entre 2000 et 2003, ont perdu peut-être 70%. Donc, ce que je veux retenir, la leçon que je voudrais partager avec vos téléspectateurs, c'est qu'une belle histoire, elle peut rester belle, mais ne signifie pas de beaux cours de bourse. D'accord. Et une fois que tout est valorisé, une fois que tout le monde en a acheté, qui va être l'acheteur suivant pour faire encore monter les cours? C'est un peu l'histoire de la rotation qui n'a pas commencé en vérité cette année, elle a déjà commencé un petit peu à la fin de l'année 2021, mais les indices étaient portés par, on va dire, le S&P 10, les 10 plus grosses valeurs du S&P 500 qui ont permis aux indices de maintenir et qui là se sont retournés cette année. Donc, attention à l'effet de mode, c'est ça qu'il faut retenir. Même si la mode dure 2 ans, attention, ça reste une mode. Finalement, peut-être qu'on pourrait imaginer, vous savez, l'importance de la diversification. Vous en parlez, on en parle régulièrement. Peut-être qu'une bonne diversification au-delà de la géographie et des secteurs, c'est de dire j'achète peut-être un peu ce qui est à la mode et j'achète aussi ce qui n'est pas à la mode. Et ça permet de diversifier un portefeuille. Et moi, je crois que la mode est sérieusement en train de tourner à l'avantage de secteurs plus personne ne voulait. Je pense aux valeurs pétrolières, par exemple, qui ont fait une formidable année. Et je pense que ce n'est pas fini. Je ne veux pas déflorer notre sujet du début d'année. mais un secteur qui
à mon avis, qui a le vent en poupe. Alors, si on regarde un petit peu les enseignements de cette année boursière, on a aussi beaucoup entendu, surtout en fin d'année, que avoir une allocation 60-40, on en parlait encore il n'y a pas longtemps, 40% obligataire pour protéger le capital et 60% en action pour aller chercher du risque, ou l'inverse, ne fonctionnait plus, puisqu'on s'est retrouvé parfois dans une situation où il y avait une telle corrélation entre les deux qu'on ne pouvait plus se protéger d'un côté ou de l'autre. Exactement. C'est la première fois depuis peut-être environ 40 ans, les actions et les obligations ont baissé en même temps. Alors on peut le dire sous la forme, oui, il y a une corrélation positive, mais elle a existé par le passé dans le cas où les deux montaient. Donc là, tout le monde est heureux, tout va bien. Bien sûr, oui. Mais c'est la première fois depuis les années 70 où les deux ont baissé de concert, donc l'un ne protégeait pas l'autre. Et ça veut dire également que l'idée selon laquelle on pourrait gérer un peu en mode automatique, un peu les yeux fermés, son portefeuille en achetant de manière basique 2 ETF, un action, comme vous le disiez, 60-40 ou avec une autre pondération, suffit pour atteindre ses objectifs et battre tous les gérants de la place. Cette idée a échoué cette année. Alors peut-être qu'à plus long terme, c'est une autre histoire, mais cette année, c'est un échec, puisque j'ai pris portefeuille MSCI World, 60 MSCI World et 40 un ETF obligataire sur les treasuries. On arrive à moins 15, c'est la pire performance depuis la catastrophe de 2008. Et encore en 2008, les actions avaient baissé, mais les obligations avaient progressé. Donc croire que faire de la gestion passive avec des produits passifs suffit pour partir à la pêche, c'est plus compliqué que ça. Et donc il faut faire quoi? De la gestion active avec des produits passifs? C'est notre credo. C'est votre credo, oui, ça fait plusieurs fois que vous le dites sur le plateau. Non, bien sûr. Exactement. Avec des indicateurs parfois très simples. On a parlé donc de la quantification, mais il y en a certains autres. Par exemple, si vous regardez la variation du pétrole sur un an, vous remarquerez qu'à chaque fois que le pétrole a doublé, il s'est passé une catastrophe sur les marchés derrière. Donc on a des choses quand même assez simples qui, lorsqu'on les met ensemble, arrivent à faire des choses assez malines et performantes. Et donc, on en revient finalement à votre idée de départ, qu'il faut garder la tête froide, regarder ces indicateurs, ne pas se dire effectivement que cette fois-ci c'est différent, et se fixer des règles et les tenir quoi qu'il arrive. Bien sûr. Alors, on peut toujours se poser des questions. Est-ce que les règles que j'ai établies et qui ont fonctionné pendant 30 ans sont toujours valides aujourd'hui? Non, il faut toujours se poser des questions. Mais force est de constater que les règles qu'on a mises en place ont fonctionné cette année. Et c'est pour ça que, globalement, on a des performances plutôt sympathiques cette année. Merci beaucoup, Régis Yankovici. Il nous reste encore quelques secondes. On va se retrouver en janvier ou en février, en tout cas au début de l'année, pour regarder un petit peu comment se dessine cette année boursière. Quelle est la question qu'il faut se poser en fin d'année pour anticiper 2023, selon vous? De quelle manière le consensus va-t-il se tromper? D'accord. On vous laisse méditer sur la question et on se retrouve du coup. Merci beaucoup, Régis Yankovici, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Vous avez également écrit le livre Parlons peu, parlons bourse. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.